On y va avec notre troisième présentation sur 5. Déjà, Rose-Marie Carpentier, présente sur les sciences molles, donc mieux connues sous le nom des sciences humaines. Donc, je pourrais présenter étudiante au baccalauréat en psychologie, impliquée dans les causes sociales contre le racisme, entre autres. Et sa présentation s'appelle « Les sciences molles sont des paires de lunettes » et elle vise à défaire le mythe que les sciences humaines ne sont pas importantes. Merci de l'accueillir. Est-ce que vous m'entendez? OK. On me voit aussi? C'est bon. Bonjour, moi je vais commencer avec une petite anecdote moi aussi. Cet été, je suis allée en date avec un gars pour la première et la dernière fois de ma vie. Dans le fond, ce gars-là, il a passé une demi-heure de notre temps à essayer de me convaincre que nos émotions étaient gérées par un genre de pouvoir qui se trouve au niveau de notre cœur, tout en sachant que je sortais d'un DEC en sciences humaines et que je m'en allais étudier en psychologie. Parce que dans le fond, pour lui, les sciences sociales, ça ne servait à rien. Puis ça, ce genre de discours-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai entendu quand même souvent, puis, tu sais, j'ai juste fait mon DEC, là, encore, là, tu sais. Je ne suis pas rendue loin dans mon parcours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les sciences sociales, ça correspond à la sociologie. Ensuite, on a la philosophie, on a l'histoire, la l'économie, la psycho. Après ça, on a la politique et l'anthropologie. Fait que dans le fond, c'est un discours qui est très anti-sciences humaines que le gars m'a sorti puis qu'on entend souvent puis depuis des années et des années. Puis c'est tellement important en fait qu'au Japon, en 2015, il y a 26 écoles, universités, en fait, qui ont fermé leur département de sciences humaines sous prétexte, justement, que ça ne servait à rien et que c'était mieux qu'on exclue les gens pour qu'ils aillent le plus vite possible sur le marché du travail pour faire marcher l'économie du pays. Donc, moi, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner des arguments pour si jamais il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, les sciences humaines, c'est inutile », bien, au moins, vous allez avoir quelques petites pistes de réponses à lui donner. Puis, je vais faire ça en vous parlant de 3 domaines sur lesquels les sciences humaines ont pu être utiles jusqu'à maintenant. On a, par exemple, la médecine, ensuite, on a la sécurité, puis on a l'économie. On commence avec la médecine. Donc, en médecine, on a par exemple l'anthropologie médicale qui nous permet, par exemple, de pouvoir créer de nouveaux médicaments. Comment est-ce qu'elle fait ça? C'est qu'elle va aller chercher les connaissances de certains peuples et communautés qui utilisent des plantes depuis des générations et des générations pour pouvoir soigner des maux ou prévenir des maladies. Comme le saule blanc ici, qui contient de la salicine, une molécule qui va être décomposée, qui en une substance qui va être utilisée pour créer l'aspirine que l'on prend ici quand on a des maux de tête. Puis, en fait, le saule blanc, lui, a été utilisé depuis des générations et des générations par les communautés autochtones d'ici. Donc, voilà, c'est de là que vient l'aspirine. Ensuite, on a l'éthique, encore du point de vue médical, qui a pu... en fait, l'éthique, c'est une branche de la philosophie. Puis, elle a pu... elle peut aider, en fait, à changer certaines pratiques qui ne sont peut-être pas les plus humaines du point de vue médical. Puis, on a, par exemple, pour ça, la lobotomie, qui est, en fait, une chirurgie qui sert à... comment est-ce qu'on dit ça? Excusez, je suis un peu stressée. J'ai les mains qui tremblent. OK.
OK. Donc, cette chirurgie-là, elle sert en fait à calmer l'humeur et les troubles de comportement, comme le TDAH. Ce qu'on fait dans le fond, dans cette chirurgie-là, c'est qu'on coupe les deux, on sépare les deux lobes frontales en deux, soit avec, comme qui est montré ici, un petit pic avec un marteau qu'on rentre dans l'œil. Ou bien, il utilisait aussi des fois directement une perceuse pour percer un trou dans le crâne, dans le plein milieu. Et tout ça sans anesthésie. Puis souvent sans le consentement non plus des personnes. Puis, dans le fond, ça a été utilisé, ça a été très populaire depuis les années 1930 aux États-Unis, jusque dans les années à peu près 1980, à cause justement des questions éthiques sur les droits humains. Par contre, ça allait... je recommence, excusez, j'ai oublié une information. Ça, c'était utilisé, en fait... c'était pas très populaire parce que justement, ça disait que ça fonctionnait. Sauf qu'on a réalisé que ça rendrait les gens légumes. Donc, ils perdaient leur... Excusez, dit de même, c'est un peu... mais, tu sais, ils perdaient toute leur personnalité, ils perdaient... tu sais, il n'y avait plus vraiment de vie. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était comme robotisé. Donc, ça aussi, ça l'a rentré dans la question de l'éthique. Et c'est pour ça que ça l'a fait perdre de sa popularité. Et il n'y a pas de loi, en fait, qui interdit la lobotomie, même encore aujourd'hui. Fait que ça peut être encore utilisé de nos jours, peut-être avec d'autres méthodes que ce qui était utilisé à l'époque. Mais ça va être très rare, ça va être à la discrétion des médecins avec les patients. Évidemment, là, le consentement il est peut-être plus demandé aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Ensuite, on a, du point de vue de la sécurité, on a la criminologie, qui est une branche de la psychologie, avec, en fait, la criminologie, elle aide pour, justement, à promouvoir la sécurité des gens. Puis, un exemple de ça, c'est, lui, il s'appelle Robert Rossley. C'était un agent du FBI, un profiler. Dans le fond, il s'occupait des profils de criminels. C'est lui qui a inventé le terme de tueur en série. Donc, avant ça, il n'y a jamais eu de terme tueur en série. Il y a toujours eu des tueurs en série, sauf qu'il n'y avait jamais un mot pour décrire ça. Puis, c'est lui aussi qui a comme fait les premières fiches de profil de tueurs en série. Fait que ça il a permis de pouvoir nous donner des chances de pouvoir mieux cibler les potentiels tueurs aujourd'hui. Puis en plus, là, je sais que c'est bien à la mode, mais il a aidé à retrouver Jeffrey Dahmer. Donc, c'est quelqu'un... Oh my God, OK. OK. De toute façon, j'avais fini. OK. On est rendu avec l'économie. Je vais essayer d'aller bien, bien vite. On a la géographie économique qui va nous permettre de cibler certaines places dans le monde où est-ce qu'il y a plus de pauvreté pour pouvoir essayer de contrer ce problème-là de pauvreté, comme par exemple dans le nord du Canada, où est-ce qu'on a beaucoup de pauvreté. Puis, l'une de ces raisons-là, c'est que la nourriture coûte très cher là-bas. Donc, comme on peut voir ici, un morceau de viande, 50 $, un morceau de viande pour une personne. Ensuite, ici, on a un chou pour 30 $. Ici, on a une caisse de bouteilles d'eau à 104,99 $, de 24 bouteilles d'eau. Et un jus fruité, un jus, 37,99 $. Donc, en tout, si on peut faire au moins un repas puis survivre le reste du temps avec de l'eau pendant une semaine, ça va nous coûter 222,71 $. Je vais prendre la bouteille de whisky à la place. Dans le fond, OK, fait que la géographie, elle nous a permis, c'est ça, de pouvoir montrer que, OK, on a un problème là, c'est dû à telle chose. Puis là, le gouvernement Trudeau, il a demandé à un de ses ministres qui s'appelle Jean-Yves Duclos
Ouais. De pouvoir lui sortir un rapport avec une liste de solutions pour pouvoir changer ça. Puis lui, Duclos, en fait, s'est associé avec Miles Korak, un économiste, pour pouvoir trouver les pistes de solutions. Ils sont sortis, puis là, c'est censé pouvoir se régler dans l'environ 2030. OK. Alors maintenant, d'après vous, est-ce que les sciences humaines, c'est utile? Parfait, j'ai bien fait ma job. Pardon? OK. Dans le fond, elle fait demander si j'ai l'impression que au niveau des enjeux actuels, il y a plus d'importance par rapport aux sciences humaines. Tu parles des enjeux actuels, c'est genre la pandémie? OK. Personnellement, parce que c'est pas mal une opinion, personnellement, je trouve que avec la pandémie, vu que le fait que c'était un phénomène qui s'est passé très, très vite, on a vraiment beaucoup poussé les experts, en fait, à sortir des données, puis à les sortir, puis à les sortir, à les sortir. On ne s'est pas vraiment attardé à des vrais résultats. Puis normalement, des études, ça peut prendre des années et des années. Donc, oui, on s'est intéressé à ce que les scientifiques pensaient. Sauf que, est-ce que les données qui ont sorti, c'était peut-être les meilleures? Pas vraiment, parce qu'ils ont vraiment beaucoup été poussés. Puis justement, ben, c'était comme, ça faisait partie d'une de mes dernières vidéos, de diapos. Mais cette madame-là, elle dit dans c'est une sociologue, en fait, Cécile Rousseau, merci. Cécile Rousseau. Puis dans le fond, c'est ça, elle parle de ça. Elle dit, tu sais, on nous demande souvent justement de sortir des données puis de sortir des données, mais tu sais, après ça, il ne faut pas venir nous chialer dessus si finalement, c'était pas super bon les données, là, tu sais. Fait que Saint-Pierre, Saint-Pierre, Cécile Saint-Pierre. Donc, ouais, pour moi, c'est ça mon opinion. Est-ce que ça arrive encore souvent que je dois me justifier? Oui. Genre, tout le temps. Puis là, après ça, je fais des gros yeux, puis je suis comme, est-ce que je m'embarque là-dedans? Mais j'aime bien le social, fait que ça arrive très souvent aussi. Là. Ben, parfait, merci.